fit une voix de jeune femme. Le crabe, la regardant chaque jour, et je vais bientôt mourir. Maintenant, pars vite. Et après avoir bien travaillé. Celui-ci est tout aussi mauvais. Elle a dit, comme c'est l'équinoxe, le jeune homme, observant la scène, le son du métier à tisser s'arrêta. Veuillez vous détendre en écoutant les histoires et la musique de fond apaisante. Si vous pouviez vous abonner à ma chaîne avant de vous endormir, cela signifierait beaucoup pour moi. Passez une nuit reposante. La grue reconnaissante. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. Ils étaient pauvres, mais leur cœur était bon. Un froid jour d'hiver, le vieil homme partit en ville pour vendre du bois de chauffage. En chemin, il aperçut une grue qui luttait, prise dans un piège au milieu d'un champ de riz. « Oh là là, c'est vraiment triste », dit le vieil homme, pris de pitié pour la grue, et il la libéra. La grue tourna 3 fois autour de la tête du vieil homme en criant joyeusement « Croix, croix, croix » avant de s'envoler. Ce soir-là, la neige commença à tomber régulièrement et s'accumula rapidement en une grosse tempête. Alors que le vieil homme racontait à la vieille femme comment il avait sauvé la grue, ils entendirent frapper à la porte. « Excusez-moi, pourriez-vous me laisser entrer ?» fit une voix de jeune femme. Quand la vieille femme ouvrit la porte, une jeune fille se tenait là, les cheveux et les épaules recouverts de neige. « Oh là là, tu dois être gelée. »« Entre vite, » dit la vieille femme en l'invitant à entrer. « Je suis venue rendre visite à quelqu'un dans la région, mais où que je regarde, je ne le trouve pas. » La neige a commencé à tomber, et avant que je m'en rende compte, le soleil s'était couché. Je suis finalement arrivée ici, mais je suis vraiment désolée de vous déranger. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me laisser passer la nuit ici ? Demanda poliment la jeune fille, s'inclinant profondément. Oh, tu dois être dans une situation si difficile. Ce n'est pas un problème du tout. Reste avec nous, répondit gentiment la vieille femme. Merci beaucoup, dit la jeune fille avec reconnaissance, et cette nuit-là, elle aida à préparer le dîner avant de se coucher après avoir bien travaillé. Le lendemain matin, lorsque la vieille femme se réveilla, la jeune fille était déjà levée et s'affairait. Le feu dans l'âtre brûlait, et de la vapeur s'élevait de la marmite. Non seulement cela, mais toute la maison avait été nettoyée. « Oh là là, tu n'as pas seulement préparé le repas, tu as aussi nettoyé la maison. Merci beaucoup. » Le jour suivant, et les jours suivants, la neige continua de tomber, si abondamment qu'il ne pouvait même pas ouvrir la porte. La jeune fille massait les épaules du vieil homme pour l'aider à se détendre. Oh, quelle travailleuse! Et elle est si attentionnée et gentille. Comme ce serait merveilleux si quelqu'un comme elle restait avec nous, pensaient le vieil homme et la vieille femme en échangeant des regards. Puis, la jeune fille s'inclina profondément et fit une demande. « Je n'ai pas de famille. S'il vous plaît, laissez-moi rester avec vous, » dit-elle. « Oh, 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 là là !» Le vieil homme et la vieille femme étaient ravis, et à partir de ce moment-là, ils vécurent tous les 3 heureux ensemble, même s'ils étaient toujours pauvres. Un jour, la jeune fille leur fit une demande. « Pourriez-vous,
s'il vous plaît, m'acheter du fil? J'aimerais tisser sur un métier à tisser, dit-elle. Le vieil homme acheta le fil, et la jeune fille installa un paravent autour du métier à tisser. Ne me regardez pas pendant que je tisse, dit-elle avant de commencer. Le métier à tisser faisait clic-clac, tandis que la jeune fille tissait pendant 3 jours d'affilée. Enfin, elle termina, et tenant un magnifique tissu, léger comme les nuages, elle dit « Grand-père, grand-mère, s'il vous plaît, emmenez ce magnifique tissu en ville et vendez-le. Sur le chemin du retour, pourriez-vous acheter plus de fil? » Le tissu était si beau qu'il ressemblait à quelque chose venu du ciel. Le vieil homme l'emmena en ville, où le seigneur du pays l'acheta à un prix très élevé. Le vieil homme était ravi et acheta plus de fil sur le chemin du retour. Une fois encore, la jeune fille commença à tisser. Dis, grand-père, comment se fait-il qu'elle puisse tisser un tissu aussi extraordinaire? Peut-être devrions-nous jeter un tout petit coup d'œil, suggéra la vieille femme. Alors, la vieille femme jeta un coup d'œil à travers une fente du paravent et ne vit pas la jeune fille, mais une grue maigre et frêle. La grue arrachait ses propres plumes avec son long bec et les tissait dans le tissu. Grand-père, grand-père. Choquée, la vieille femme raconta au vieil homme ce qu'elle avait vu. Clic-clac, clic-clac. Le son du métier à tisser s'arrêta, et la jeune fille, maintenant encore plus émaciée, sortit, tenant le tissu. Grand-père, grand-mère, je ne peux plus cacher la vérité. Je suis la grue que vous avez sauvée. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse, alors je suis venue ici sous l'apparence d'une jeune fille. Mais maintenant, je dois dire adieu. Prenez soin de vous. Et sur ce, avant que le vieil homme et la vieille femme ne puissent la retenir, la jeune fille se transforma de nouveau en grue et s'envola dans le ciel. Elle fit 3 tours autour de la maison en criant « Croa, croa, croa » avant de s'envoler au-delà des montagnes. Oh, grue! Non, chère fille. Prends soin de toi, et merci pour tout. Le vieil homme et la vieille femme regardèrent la grue s'éloigner, le cœur rempli de gratitude. À partir de ce moment-là, ils vécurent heureux, vendant le tissu que la jeune fille avait tissé. Fin. Le prêtre et le novice. Masao Kusuyama. Astérisque, astérisque, un astérisque, astérisque. Il était une fois un prêtre extrêmement avare. Chaque fois qu'il recevait quelque chose des autres, il le gardait pour lui-même, ne partageant jamais avec son novice. Ce dernier en éprouvait du ressentiment et se promettait de saisir un jour l'occasion de dérober quelques délicieuses friandises au prêtre. Un jour, le prêtre reçut de délicieuses confiseries d'un paroissien. Il mit les bonbons dans un pot, les cacha discrètement sous l'autel, et se délecta secrètement en les savourant. Mais un jour, le prêtre dut s'absenter pour des courses. En partant, il avertit le novice. Dans le pot sous l'autel, il y a quelque chose de très important. Cela ressemble à des bonbons, mais en réalité, c'est un poison mortel qui te tuera instantanément si tu y goûtes ne serait-ce qu'un peu. Si tu tiens à la vie, ne le lèche jamais. Sur ces mots, il quitta les lieux.
Aussitôt parti, le novice sortit immédiatement le pot et mangea tous les bonbons sans en laisser un seul. Ensuite, il brisa délibérément la précieuse tasse de thé du prêtre en 2 morceaux, se couvrit d'une couverture, et se mit à gémir comme s'il était mourant. Le soir venu, lorsque le prêtre rentra, le temple était plongé dans l'obscurité, sans la moindre lumière. Le prêtre s'écria avec colère, « Eh, novice, que fais-tu donc » Sous la couverture, le novice répondit d'une voix aussi faible que le gazouillis d'un insecte, « Pardonnez-moi, maître. Je suis en train de mourir. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Après mon départ, ayez pitié de moi et récitez un sutra pour mon âme. » Le prêtre fut déconcerté par ces mots inattendus. « Novice, novice, que t'est-il arrivé ? Aujourd'hui, en lavant votre précieuse tasse de thé, un chat a soudain bondi sur moi. Surpris, j'ai fait tomber la tasse et elle s'est cassée. Je me suis dit que la seule façon de m'excuser était de mourir, alors j'ai pris le poison dans le pot et je l'ai tout mangé. Le poison a envahi tout mon corps et je vais bientôt mourir. Pardonnez-moi et récitez simplement un sutra pour moi. Oh, comme ça fait tellement mal, dit-il en pleurant amèrement. Astérisque, astérisque, 2 astérisque, astérisque. Un jour, le prêtre fut invité à une cérémonie commémorative, laissant le novice seul pour veiller sur le temple. Alors qu'il récitait des sutras, le novice commença à somnoler. Puis, de l'entrée, il entendit quelqu'un appeler « Excusez-moi ». Le novice se frotta rapidement les yeux et alla voir qui c'était. La vieille dame d'à accent grave côté était venue, portant un grand paquet enveloppé dans un tissu. « Comme c'est l'équinoxe, veuillez remettre ceci au prêtre, » dit-elle en laissant le paquet. Lorsque le novice souleva le paquet de tissu, une vapeur chaude s'en échappa, dégageant un parfum délicieux. Il pensa, « Ah Acha, elle a sûrement fait des boulettes de riz sucré pour l'équinoxe et les a apportées. Si je donne ce paquet tel quel au prêtre, cet avare glouton les mangera toutes lui-même sans m'en laisser une seule. Eh bien, parfait. Je vais les manger moi-même pour rester éveillé. » Murmurant cela, il déballa le paquet pour découvrir une grande boîte à étages remplie à ras-bord de délicieuses boulettes. Le novice, tout sourire, commença à enfourner les boulettes dans sa bouche, une après l'autre. Il finit par dévorer toutes les boulettes de la boîte. Ce n'est qu'après qu'il réalisa, « Oh non! Que vais-je faire quand le prêtre reviendra ?» Il se sentait troublé et inquiet. Puis, comme frappé par une idée, il saisit soudain la boîte vide et courut jusqu'à la salle principale. Là, il racla les restes de pâte de haricots rouges sur les bords de la boîte avec ses doigts et en étala une épaisse couche autour de la bouche de la statue principale du Bouddha, Amida. Il plaça la boîte devant la statue, retourna dans sa chambre et fit semblant de réciter innocemment des sutras. Un peu plus tard, le prêtre revint et demanda au novice, « Quelqu'un est-il venu pendant mon absence ?» La dame d'à accent grave côté a apporté une boîte à étages. Elle a dit, « Comme c'est l'équinoxe, veuillez remettre ceci au prêtre, » répondit le novice. « Où est cette boîte ? » « Je l'ai offerte devant le Bouddha dans la salle principale. »
Très attentionné de ta part. Voyons voir, dit le prêtre en se dirigeant vers la salle principale. Bien sûr, la boîte à étages était respectueusement placée devant le Bouddha. Mais lorsqu'il l'ouvrit, il la trouva complètement vide. Et, novice, c'est toi qui as mangé ça, n'est-ce pas? Cria le prêtre. Mais le novice s'avança calmement et dit, pas du tout. Je ne ferai jamais une telle chose. Jetant un regard innocent autour de lui, il ajouta, ah, je comprends maintenant. Le Bouddha d'or les a mangés. Regardez, il y a de la pâte de haricots rouges tout autour de la bouche. Quand le prêtre regarda, il vit effectivement de la pâte de haricots rouges autour de la bouche du Bouddha. Eh bien, je n'avais jamais entendu parler d'un Bouddha d'or aussi mal élevé, s'exclama-t-il avec colère. Tenant son bâton cérémonial, il frappa la tête du Bouddha une fois. La statue résonna avec un « bang ». Quoi? Comment oses-tu dire « bang » cria le prêtre, et dans sa colère, il le frappa 2 fois de plus rapidement. La statue répondit de nouveau par « bang ». Bang. Se tournant vers le novice, le prêtre dit « Tu vois? Peu importe combien je frappe le Bouddha, il dit juste « bang, bang ». C'est forcément toi qui as mangé les boulettes. Le novice, arborant un air troublé, répondit « Il ne confessera pas simplement en le frappant. Vous devriez le faire bouillir dans un chaudron. » Alors ils remplirent un grand chaudron d'eau, le firent bouillir, et jetèrent le Bouddha d'or dedans. Peu de temps après, l'eau commença à bouillir vigoureusement, et les bulles faisaient un bruit de glou, glou, glou. Vous voyez, maître? Il est enfin en train de confesser, dit triomphalement le novice. Un seul brin de paille. Masao Kusuyama. Il y a longtemps, dans la province de Yamato, vivait un jeune homme pauvre. Il était tout seul, sans parents, sans femme, sans enfants et sans maître à servir. Se sentant de plus en plus désespéré, il pensa que la seule chose qui lui restait à faire était de prier Kannon, la déesse de la miséricorde. Il se rendit donc au grand temple de Hasdra pour se réfugier dans la salle principale. Si je continue comme ça, je risque de mourir ici, devant vous. Si c'est en votre pouvoir, s'il vous plaît, montrez-moi dans un rêve une voie à suivre. Je ne quitterai pas cet endroit tant que je n'aurai pas fait ce rêve, même si cela signifie mourir ici, dit-il en se prosternant devant la statue de Kannon. Et là, il resta, jour après jour, sans bouger. Voyant cela, l'un des moines du temple murmura, « Ce jeune homme est couché face contre terre tous les jours, sans même manger. S'il meurt ainsi, cela portera malheur au temple. » En grommelant des plaintes à mi-voix, le moine s'approcha du jeune homme. « Pour qui travailles-tu? Où trouves-tu de la nourriture? » demanda le moine. Le jeune homme entr'ouvrit ses yeux embués et répondit « Je n'ai personne pour qui travailler. Regardez-moi, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je m'accroche à Kannon-sama, lui demandant de décider si je vis ou si je meurs. » Les moines tinrent une réunion. « C'est un problème. On ne peut pas le laisser comme ça. Après tout,
Il prit Kanon-sama. La moindre des choses que nous puissions faire est de lui donner de la nourriture, décidèrent-ils. À partir de ce jour, les moines se relayèrent pour apporter de la nourriture au jeune homme. Il mangeait ce qu'on lui donnait et continua à prier avec ferveur pendant 21 jours, sans bouger de sa place. Le matin du 22e jour, alors qu'il commençait à s'assoupir, il fit un rêve. Un vieil homme sortit de derrière les rideaux où était vénérée la statue de Kanon et lui dit « Ton malheur dans cette vie est la conséquence des fautes que tu as commises dans une vie précédente. Accuser Kanon-sama de tes malheurs est une erreur. Pourtant, Kanon-sama a pitié de toi et a décidé de t'accorder un peu d'aide. Quitte cet endroit immédiatement. La première chose que tu toucheras en sortant, peu importe à quel point elle te semblera insignifiante, garde-la précieusement. Avec le temps, ta chance changera. Maintenant, pars vite. » Sur ces paroles, le jeune homme se réveilla. Il se leva lentement, alla voir les moines pour recevoir sa nourriture, mangea, puis quitta le temple. En franchissant le seuil de la porte principale, il trébucha et tomba. En se rattrapant, il saisit un simple brin de paille qui traînait sur le chemin. « Qu'est-ce que c'est ? » « Juste un brin de paille, se dit-il, sur le point de le jeter. Mais il se souvint de l'instruction du rêve. Il devait chérir la première chose qu'il toucherait. Peut-être que c'est un cadeau de Kanon-sama, pensa-t-il, et décida de garder la paille, la faisant tourner entre ses doigts en marchant. Un peu plus tard, une mouche bourdonna de manière agaçante autour de sa tête. Il cassa une petite branche d'un arbre voisin et la fit tourner pour tenter de chasser la mouche, mais elle continuait de voler autour de son visage. Finalement, le jeune homme attrapa la mouche, l'attacha à la paille, et l'accrocha à l'extrémité de la branche. La mouche était piégée, bourdonnant bruyamment mais sans pouvoir s'échapper. À ce moment-là, une noble dame, voyageant en calèche vers le temple de Asdra, arriva. Un petit garçon assis dans la calèche, ennuyé et regardant autour de lui, aperçut le jeune homme avec la mouche bourdonnante au bout de la branche et la désira. « Donne-moi ça. »« Je veux ça !» cria le garçon à l'un des samouraïs qui accompagnaient la calèche. Le samouraï se tourna vers le jeune homme et dit « Le jeune maître souhaite avoir cette chose bourdonnante. Pourriez-vous la lui donner ?» Le jeune homme hésita, c'était un cadeau du Bouddha, mais s'il le veut vraiment, je lui donnerai. Il tendit la branche avec la mouche. La noble dame dans la calèche, voyant cela, dit « Comme c'est gentil de votre part. Pour vous remercier, permettez-moi de vous offrir quelque chose en retour. Vous devez avoir soif, prenez ceci. » Elle remit 3 grandes oranges parfumées, enveloppées dans du papier fin, au samouraï, qui les donna au jeune homme. Le jeune homme était ravi. Incroyable! Un simple brin de paille s'est transformé en 3 grosses oranges, se dit-il, attachant les oranges à la branche et les portant sur son épaule. En continuant sa marche, une autre calèche de noble dame arriva. Cette fois, la dame semblait encore plus distinguée que la précédente, et elle avait de nombreux serviteurs avec elle. L'une des servantes, une jeune femme, était épuisée par la chaleur. « Je ne peux plus faire un pas de plus. J'ai tellement soif,
dit-elle en s'effondrant sur la route, le visage pâle. Les samouraïs cherchaient désespérément de l'eau, mais il n'y en avait nulle part. À ce moment-là, le jeune homme passa. « Excusez-moi, savez-vous où l'on peut trouver de l'eau ici ?» demanda l'un des samouraïs. « Je ne pense pas qu'il y ait de l'eau à moins de 5 pâtés de maison. » Que s'est-il passé? Cette jeune femme souffre d'un coup de chaleur. Elle a un besoin urgent d'eau, expliqua le samouraï. Oh, c'est terrible! Je n'ai pas d'eau, mais que diriez-vous de ces oranges? Le jeune homme offrit les 3 oranges. Ils pelèrent les oranges et pressèrent le jus dans la bouche de la jeune femme, ce qui la ranima. Elle s'assit et regarda autour d'elle. Sans lui, je serais morte ici, sur la route, dit-elle avec reconnaissance. Pour le remercier, elle offrit au jeune homme 3 morceaux de fin tissu blanc. Le jeune homme continua sa marche, pensant « incroyable ». 3 oranges se sont maintenant transformées en 3 longueurs de tissu. Il glissa les tissus sous son bras et poursuivit son chemin. Le lendemain, errant sans but, il rencontra un homme bien habillé monté sur un cheval magnifique, suivi de quelques serviteurs. Le jeune homme était émerveillé par le cheval. « Ça doit être un cheval à 1000 ris, se dit-il, le regardant avec admiration. Mais à cet instant, le cheval s'effondra soudainement et mourut sur place. Le cavalier et ses serviteurs étaient dévastés, essayant tout pour ranimer le cheval, mais rien ne fonctionnait. Finalement, ils abandonnèrent la carcasse du cheval et partirent sur un cheval emprunté. Le jeune homme, observant la scène, s'approcha du serviteur laissé pour s'occuper du cheval mort. « C'est un cheval magnifique, dit-il. Que s'est-il passé ?» Le serviteur expliqua que le cheval avait été amené de la province de Mutsu pour une grande somme d'argent. Des gens avaient offert des fortunes pour l'acheter, mais le seigneur avait refusé de le vendre. Maintenant, il était mort, et le serviteur ne savait que faire du corps. Le jeune homme proposa « Je m'occuperai du cheval pour vous. En échange, accepteriez-vous ce tissu ?» Le serviteur, pensant que c'était une bonne affaire, échangea volontiers le cheval mort contre le tissu. Le jeune homme attendit que le serviteur disparaisse, puis s'agenouilla près du cheval et pria ardemment Kannon-sama. « S'il te plaît, rends la vie à ce cheval. » Soudain, le cheval ouvrit les yeux et se leva lentement. Le jeune homme, fou de joie, lui donna de l'eau et de la nourriture, et bientôt, le cheval marchait à nouveau, vigoureux. Le lendemain, il arriva à Uji, où il échangea le cheval contre un petit champ et une maison. Avec le temps, sa fortune grandit et il devint un riche propriétaire terrien. Finalement, il se maria, eut des enfants et mena une vie prospère et heureuse. Toute cette fortune était venue d'un seul brin de paille. La bataille du singe et du crabe. Masao Kusuyama. Il était une fois, dans un certain endroit, un singe et un crabe qui vivaient ensemble. Un jour, le singe et le crabe décidèrent de sortir jouer car le temps était magnifique. Alors qu'ils marchaient le long d'un sentier de montagne, le singe trouva un noyau de kaki. Après avoir marché un peu plus loin, près d'une rivière,
le crabe trouva une boulette de riz. Le crabe dit, « Regarde ce que j'ai trouvé », et le montra au singe. Désireux de se vanter aussi, le singe répondit, « Eh bien, moi aussi j'ai trouvé quelque chose de bien », et il montra au crabe le noyau de kaki. Mais en réalité, le singe convoitait la boulette de riz. Il dit alors au crabe, « Et si on échangeait ? Tu me donnes ta boulette de riz, et je te donne mon noyau de kaki. » Le crabe répliqua, « Mais la boulette de riz est bien plus grosse que ce minuscule noyau. » Le singe répondit, « C'est vrai, mais si tu plantes ce noyau, il poussera et deviendra un arbre qui te donnera plein de fruits délicieux. » À ces mots, le crabe se dit que cela semble intéressant et finit par accepter d'échanger sa grosse boulette de riz contre le petit noyau de kaki du singe. Le singe, satisfait de son stratagème, dévora joyeusement la boulette de riz, se vantant tout en mangeant. Puis il dit, « Au revoir, monsieur Crabe. » Merci pour le festin, et rentra lentement chez lui. De son côté, le crabe planta immédiatement le noyau de kaki dans son jardin et dit, « Dépêche-toi de germer, petit noyau. Sinon, je te pince avec mes pinces. » Peu après, une jolie petite pousse apparut. Le crabe, la regardant chaque jour, disait, « Dépêche-toi de grandir, petite pousse. Sinon, je te pince avec mes pinces. » La pousse grandit rapidement, devenant un grand arbre, avec des branches et des feuilles qui se déployaient. Finalement, des fleurs fleurirent. Alors, le crabe disait à l'arbre chaque jour, « Dépêche-toi de donner des fruits, kaki. Sinon, je te pince avec mes pinces. » Bientôt, l'arbre se couvrit de fruits, et les kakis commencèrent à rougir. Le crabe, regardant en bas, se dit, « Ils ont l'air délicieux. J'ai hâte d'en goûter un. » Mais en tendant la main, il réalisa qu'il était trop petit pour les atteindre. Il essaya de grimper à l'arbre, mais comme les crabes ne peuvent marcher que de côté, il tomba à chaque tentative. Finalement, il abandonna, mais chaque jour il regardait les fruits avec frustration. Un jour, le singe passa par là et vit les kakis mûrs suspendus à l'arbre, en salivant à leur vue. Il regretta d'avoir échangé la boulette de riz contre le noyau et se dit, « Si seulement je n'avais pas fait cet échange, ». Voyant cela, le crabe dit, « Et, singe, au lieu de juste regarder, pourquoi ne montes-tu pas pour cueillir quelques fruits pour moi? Je te donnerai quelques kakis en guise de remerciement. » Le visage du singe s'illumina en pensant, « c'est ma chance, ». Bien sûr, je vais te les cueillir, attends ici, dit-il en grimpant rapidement à l'arbre. Il s'assit confortablement entre les branches, cueillit un kaki juteux et rouge, et commença à le manger en disant, « Wow, c'est un kaki si délicieux. » Le crabe, regardant d'en bas, dit, « Et, ne les mange pas tous. Lance-moi quelques-uns. » Le singe répondit, « Bien sûr, mais à la place, il cueillit un kaki vert et non mûr et le lança. Le crabe se précipita pour l'attraper et en prit une bouchée, mais il était si amer que sa bouche se tordit. « Et, c'est trop amer. Jette-m'en un sucré, » cria le crabe.
Le singe, faisant semblant d'être agacé, dit « D'accord, d'accord » et lança un autre kaki encore plus vert et dur. Celui-ci est tout aussi mauvais. Donne-moi un vraiment sucré, exigea le crabe. Le singe, de plus en plus irrité, dit « Très bien. En voilà un pour toi », et cueillit le kaki le plus dur et le plus vert qu'il put trouver, et le lança de toutes ses forces sur la tête du crabe. Le kaki frappa le crabe de plein fouet, brisant sa carapace, et il s'effondra, mort. « Bien fait pour toi, » dit le singe, puis, après avoir mangé à satiété les kakis sucrés, il en fourra autant qu'il put dans ses bras et s'enfuit sans se retourner. Peu de temps après le départ du singe, le petit crabe rentra de sa promenade au bord du ruisseau avec ses amis. Lorsqu'il vit son parent gisant mort sous l'arbre à kaki avec la carapace brisée, il fut choqué et se mit à pleurer. « Qui a bien pu faire une chose aussi horrible ?» pensa-t-il. Puis il remarqua que l'arbre, autrefois plein de kakis mûrs, avait été dépouillé, à l'exception de quelques-uns encore verts et amers. Ce singe, il a dû tuer mon parent et voler les kakis. Rempli de chagrin et de colère, le petit crabe pleura encore plus fort. À ce moment-là, un châtaignier passa en sautillant et demanda « Petit crabe, pourquoi pleures-tu » Le crabe expliqua que le singe avait tué son parent et qu'il voulait se venger. Ce méchant singe. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te venger, » dit le châtaignier. Mais le crabe continuait à pleurer. Ensuite, une abeille arriva en bourdonnant et demanda « Petit crabe, pourquoi pleures-tu » Le crabe expliqua encore une fois ce qui s'était passé avec le singe. L'abeille dit « Ce vilain singe. Ne pleure pas, je vais aussi t'aider à te venger. » Malgré tout, le crabe pleurait encore. Puis une algue se glissa lentement et demanda « Petit crabe, pourquoi pleures-tu » Le crabe raconta à l'algue la même histoire, et l'algue dit « Cet affreux singe. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te venger. » Mais le crabe continuait de pleurer. Enfin, un lourd mortier roula vers lui et demanda « Petit crabe, pourquoi pleures-tu » Le crabe expliqua encore une fois, et le mortier dit « Ce cruel singe. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te venger. » Avec tous ses amis qui lui proposaient leur aide, le petit crabe finit par arrêter de pleurer. Le châtaignier, l'abeille, l'algue et le mortier se réunirent pour planifier comment ils allaient se venger. Une fois leur plan prêt, ils se dirigèrent vers la maison du singe. Le singe était absent, probablement en train de jouer dans les montagnes pour digérer tous les kakis qu'il avait mangés. « Parfait timing », dit le mortier. « Cachons-nous tous à l'intérieur et attendons-le. » Tout le monde approuva. Le châtaignier se cacha dans les cendres de la cheminée, l'abeille se cacha derrière la jarre d'eau, l'algue s'étendit sur le seuil, et le mortier monta pour se percher en équilibre sur le linteau. Ce soir-là, le singe rentra chez lui, fatigué de s'être amusé, et s'assit près du foyer. « Ah, j'ai tellement soif », dit-il, tendant la main vers la bouilloire. À ce moment-là, le châtaignier, caché dans les cendres, sauta et le frappa durement sur le nez. « Aïe !» cria le singe, tenant son nez en courant vers la cuisine pour rafraîchir la brûlure.
Mais alors qu'il se penchait vers la jarre d'eau pour asperger son nez, l'abeille surgit et le piqua entre les yeux. « Aïe! Aïe !» cria le singe en trébuchant dehors, glissant sur elle. Aïe est allé sur le seuil et s'étalant de tout son long sur le sol. À ce moment-là, le mortier dégringola du linteau, lui tombant directement sur le dos et le clouant au sol. Le singe, en agonie, resta là, le visage aussi rouge que les kakis mûrs qu'il avait mangés. C'est alors que le petit crabe sortit du coin de la cour. « Te souviens-tu de ce que tu as fait à mon parent ?» dit-il en levant ses pinces et en pinçant le cou du singe, l'achevant. La grue reconnaissante. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. Ils étaient pauvres, mais leur cœur était bon. Un froid jour d'hiver, le vieil homme partit en ville pour vendre du bois de chauffage. En chemin, il aperçut une grue qui luttait, prise dans un piège au milieu d'un champ de riz. « Oh là là, c'est vraiment triste », dit le vieil homme, pris de pitié pour la grue, et il la libéra. La grue tourna 3 fois autour de la tête du vieil homme en criant joyeusement « Croix, croix, croix » avant de s'envoler. Ce soir-là, la neige commença à tomber régulièrement et s'accumula rapidement en une grosse tempête. Alors que le vieil homme racontait à la vieille femme comment il avait sauvé la grue, ils entendirent frapper à la porte. « Excusez-moi, pourriez-vous me laisser entrer ?» fit une voix de jeune femme. Quand la vieille femme ouvrit la porte, une jeune fille se tenait là, les cheveux et les épaules recouverts de neige. « Oh là là, tu dois être gelée. »« Entre vite, » dit la vieille femme en l'invitant à entrer. « Je suis venue rendre visite à quelqu'un dans la région, mais où que je regarde, je ne le trouve pas. » La neige a commencé à tomber, et avant que je m'en rende compte, le soleil s'était couché. Je suis finalement arrivée ici, mais je suis vraiment désolée de vous déranger. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me laisser passer la nuit ici ? Demanda poliment la jeune fille, s'inclinant profondément. Oh, tu dois être dans une situation si difficile. Ce n'est pas un problème du tout. Reste avec nous, répondit gentiment la vieille femme. Merci beaucoup, dit la jeune fille avec reconnaissance, et cette nuit-là, elle aida à préparer le dîner avant de se coucher après avoir bien travaillé. Le lendemain matin, lorsque la vieille femme se réveilla, la jeune fille était déjà levée et s'affairait. Le feu dans l'âtre brûlait, et de la vapeur s'élevait de la marmite. Non seulement cela, mais toute la maison avait été nettoyée. Oh là là, tu n'as pas seulement préparé le repas, tu as aussi nettoyé la maison. Merci beaucoup. Le jour suivant, et les jours suivants, la neige continua de tomber, si abondamment qu'il ne pouvait même pas ouvrir la porte. La jeune fille massait les épaules du vieil homme pour l'aider à se détendre. Oh, quelle travailleuse! Et elle est si attentionnée et gentille. Comme ce serait merveilleux si quelqu'un comme elle restait avec nous, pensaient le vieil homme et la vieille femme en échangeant des regards. Puis, la jeune fille s'inclina profondément et fit une demande. « Je n'ai pas de famille. S'il vous plaît, laissez-moi rester avec vous, » dit-elle. « Oh, 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 là là !» Le vieil homme et la vieille femme étaient ravis, et à partir de ce moment-là,
ils vécurent tous les trois heureux ensemble, même s'ils étaient toujours pauvres. Un jour, la jeune fille leur fit une demande. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'acheter du fil ? J'aimerais tisser sur un métier à tisser, dit-elle. Le vieil homme acheta le fil, et la jeune fille installa un paravent autour du métier à tisser. « Ne me regardez pas pendant que je tisse, dit-elle avant de commencer. Le métier à tisser faisait clic-clac, tandis que la jeune fille tissait pendant 3 jours d'affilée. Enfin, elle termina, et tenant un magnifique tissu, léger comme les nuages, elle dit « Grand-père, grand-mère, s'il vous plaît, emmenez ce magnifique tissu en ville et vendez-le. Sur le chemin du retour, pourriez-vous acheter plus de fil ? » Le tissu était si beau qu'il ressemblait à quelque chose venu du ciel. Le vieil homme l'emmena en ville, où le seigneur du pays l'acheta à un prix très élevé. Le vieil homme était ravi et acheta plus de fil sur le chemin du retour. Une fois encore, la jeune fille commença à tisser. Dis, grand-père, comment se fait-il qu'elle puisse tisser un tissu aussi extraordinaire ? Peut-être devrions-nous jeter un tout petit coup d'œil, suggéra la vieille femme. Alors, la vieille femme jeta un coup d'œil à travers une fente du paravent et ne vit pas la jeune fille, mais une grue maigre et frêle. La grue arrachait ses propres plumes avec son long bec et les tissait dans le tissu. « Grand-père, grand-père !» Choquée, la vieille femme raconta au vieil homme ce qu'elle avait vu. Clic-clac, clic-clac. Le son du métier à tisser s'arrêta, et la jeune fille, maintenant encore plus émaciée, sortit, tenant le tissu. « Grand-père, grand-mère, je ne peux plus cacher la vérité. Je suis la grue que vous avez sauvée. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse, alors je suis venue ici sous l'apparence d'une jeune fille. Mais maintenant, je dois dire adieu. Prenez soin de vous. » Et sur ce, avant que le vieil homme et la vieille femme ne puissent la retenir, la jeune fille se transforma de nouveau en grue et s'envola dans le ciel. Elle fit 3 tours autour de la maison en criant « Croa, croa, croa » avant de s'envoler au-delà des montagnes. Oh, grue! Non, chère fille. Prends soin de toi, et merci pour tout. Le vieil homme et la vieille femme regardèrent la grue s'éloigner, le cœur rempli de gratitude. À partir de ce moment-là, ils vécurent heureux, vendant le tissu que la jeune fille avait tissé. Fin. Le prêtre et le novice. Masao Kusuyama. Astérisque, astérisque, un astérisque, astérisque. Il était une fois un prêtre extrêmement avare. Chaque fois qu'il recevait quelque chose des autres, il le gardait pour lui-même, ne partageant jamais avec son novice. Ce dernier en éprouvait du ressentiment et se promettait de saisir un jour l'occasion de dérober quelques délicieuses friandises au prêtre. Un jour, le prêtre reçut de délicieuses confiseries d'un paroissien. Il mit les bonbons dans un pot, les cacha discrètement sous l'autel, et se délecta secrètement en les savourant. Mais un jour, le prêtre dut s'absenter pour des courses. En partant, il avertit le novice. Dans le pot sous l'autel, il y a quelque chose de très important. Cela ressemble à des bonbons, mais en réalité,
C'est un poison mortel qui te tuera instantanément si tu y goûtes ne serait-ce qu'un peu. Si tu tiens à la vie, ne le lèche jamais. » Sur ces mots, il quitta les lieux. Aussitôt parti, le novice sortit immédiatement le pot et mangea tous les bonbons sans en laisser un seul. Ensuite, il brisa délibérément la précieuse tasse de thé du prêtre en 2 morceaux, se couvrit d'une couverture, et se mit à gémir comme s'il était mourant. Le soir venu, lorsque le prêtre rentra, le temple était plongé dans l'obscurité, sans la moindre lumière. Le prêtre s'écria avec colère, « Eh, novice, que fais-tu donc ?» Sous la couverture, le novice répondit d'une voix aussi faible que le gazouillis d'un insecte, « Pardonnez-moi, maître. Je suis en train de mourir. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Après mon départ, ayez pitié de moi et récitez un sutra pour mon âme. » Le prêtre fut déconcerté par ces mots inattendus. « Novice, novice, que t'est-il arrivé? Aujourd'hui, en lavant votre précieuse tasse de thé, un chat a soudain bondi sur moi. Surpris, j'ai fait tomber la tasse et elle s'est cassée. Je me suis dit que la seule façon de m'excuser était de mourir, alors j'ai pris le poison dans le pot et je l'ai tout mangé. Le poison a envahi tout mon corps et je vais bientôt mourir. Pardonnez-moi et récitez simplement un sutra pour moi. » Oh, comme ça fait mal, ça fait tellement mal, dit-il en pleurant amèrement. Astérisque astérisque 2 astérisque astérisque. Un jour, le prêtre fut invité à une cérémonie commémorative, laissant le novice seul pour veiller sur le temple. Alors qu'il récitait des sutras, le novice commença à somnoler. Puis, de l'entrée, il entendit quelqu'un appeler « Excusez-moi ». Le novice se frotta rapidement les yeux et alla voir qui c'était. La vieille dame d'accent grave côté était venue, portant un grand paquet enveloppé dans un tissu. « Comme c'est l'équinoxe, veuillez remettre ceci au prêtre, » dit-elle en laissant le paquet. Lorsque le novice souleva le paquet de tissu, une vapeur chaude s'en échappa, dégageant un parfum délicieux. Il pensa, « Ah Acha, elle a sûrement fait des boulettes de riz sucré pour l'équinoxe et les a apportées. Si je donne ce paquet tel quel au prêtre, cet avare glouton les mangera toutes lui-même sans m'en laisser une seule. Eh bien, parfait. Je vais les manger moi-même pour rester éveillé. » Murmurant cela, il déballa le paquet pour découvrir une grande boîte à étages remplie à ras-bord de délicieuses boulettes. Le novice, tout sourire, commença à enfourner les boulettes dans sa bouche, une après l'autre. Il finit par dévorer toutes les boulettes de la boîte. Ce n'est qu'après qu'il réalisa, « Oh non! Que vais-je faire quand le prêtre reviendra ?» Il se sentait troublé et inquiet. Puis, comme frappé par une idée, il saisit soudain la boîte vide et courut jusqu'à la salle principale. Là, il racla les restes de pâte de haricots rouges sur les bords de la boîte avec ses doigts et en étala une épaisse couche autour de la bouche de la statue principale du Bouddha, Amida. Il plaça la boîte devant la statue, retourna dans sa chambre et fit semblant de réciter innocemment des sutras. Un peu plus tard, le prêtre revint et demanda au novice, « Quelqu'un est-il venu pendant mon absence ?» La dame d'accent grave côté a apporté une boîte à étages. Elle a dit, «
Comme c'est l'équinoxe, veuillez remettre ceci au prêtre, répondit le novice. Où est cette boîte? Je l'ai offerte devant le Bouddha dans la salle principale. Très attentionné de ta part. Voyons voir, dit le prêtre en se dirigeant vers la salle principale. Bien sûr, la boîte à étages était respectueusement placée devant le Bouddha. Mais lorsqu'il l'ouvrit, il la trouva complètement vide. Hé, novice! C'est toi qui as mangé ça, n'est-ce pas? Cria le prêtre. Mais le novice s'avança calmement et dit, pas du tout. Je ne ferai jamais une telle chose. Jetant un regard innocent autour de lui, il ajouta, ah, je comprends maintenant. Le Bouddha d'or les a mangés. Regardez, il y a de la pâte de haricots rouges tout autour de la bouche. Quand le prêtre regarda, il vit effectivement de la pâte de haricots rouges autour de la bouche du Bouddha. Eh bien, je n'avais jamais entendu parler d'un Bouddha d'or aussi mal élevé, s'exclama-t-il avec colère. Tenant son bâton cérémonial, il frappa la tête du Bouddha une fois. La statue résonna avec un « bang ». Quoi? Comment oses-tu dire « bang » cria le prêtre, et dans sa colère, il le frappa 2 fois de plus rapidement. La statue répondit de nouveau par « bang ». Bang. Se tournant vers le novice, le prêtre dit « Tu vois ? Peu importe combien je frappe le Bouddha, il dit juste « bang, bang ». C'est forcément toi qui as mangé les boulettes. Le novice, arborant un air troublé, répondit « Il ne confessera pas simplement en le frappant. Vous devriez le faire bouillir dans un chaudron. » Alors ils remplirent un grand chaudron d'eau, le firent bouillir, et jetèrent le Bouddha d'or dedans. Peu de temps après, l'eau commença à bouillir vigoureusement, et les bulles faisaient un bruit de glou, glou, glou. Vous voyez, maître? Il est enfin en train de confesser, dit triomphalement le novice. Un seul brin de paille. Masao Kusuyama. Il y a longtemps, dans la province de Yamato, vivait un jeune homme pauvre. Il était tout seul, sans parents, sans femme, sans enfants et sans maître à servir. Se sentant de plus en plus désespéré, il pensa que la seule chose qui lui restait à faire était de prier Kannon, la déesse de la miséricorde. Il se rendit donc au grand temple de Hasdra pour se réfugier dans la salle principale. Si je continue comme ça, je risque de mourir ici, devant vous. Si c'est en votre pouvoir, s'il vous plaît, montrez-moi dans un rêve une voie à suivre. Je ne quitterai pas cet endroit tant que je n'aurai pas fait ce rêve, même si cela signifie mourir ici, dit-il en se prosternant devant la statue de Kannon. Et là, il resta, jour après jour, sans bouger. Voyant cela, l'un des moines du temple murmura, « Ce jeune homme est couché face contre terre tous les jours, sans même manger. S'il meurt ainsi, cela portera malheur au temple. » En grommelant des plaintes à mi-voix, le moine s'approcha du jeune homme. « Pour qui travailles-tu? Où trouves-tu de la nourriture? » demanda le moine. Le jeune homme entr'ouvrit ses yeux embués et répondit « Je n'ai personne pour qui travailler. Regardez-moi, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je m'accroche à Kannon-sama,
lui demandant de décider si je vis ou si je meurs. Les moines tinrent une réunion. C'est un problème. On ne peut pas le laisser comme ça. Après tout, il prit Kannon-sama. La moindre des choses que nous puissions faire est de lui donner de la nourriture, décidèrent-ils. À partir de ce jour, les moines se relayèrent pour apporter de la nourriture au jeune homme. Il mangeait ce qu'on lui donnait et continua à prier avec ferveur pendant 21 jours, sans bouger de sa place. Le matin du 22e jour, alors qu'il commençait à s'assoupir, il fit un rêve. Un vieil homme sortit de derrière les rideaux où était vénérée la statue de Kannon et lui dit « Ton malheur dans cette vie est la conséquence des fautes que tu as commises dans une vie précédente. Accuser Kannon-sama de tes malheurs est une erreur. Pourtant, Kannon-sama a pitié de toi et a décidé de t'accorder un peu d'aide. Quitte cet endroit immédiatement. La première chose que tu toucheras en sortant, peu importe à quel point elle te semblera insignifiante, garde-la précieusement. Avec le temps, ta chance changera. Maintenant, pars vite. » Sur ces paroles, le jeune homme se réveilla. Il se leva lentement, alla voir les moines pour recevoir sa nourriture, mangea, puis quitta le temple. En franchissant le seuil de la porte principale, il trébucha et tomba. En se rattrapant, il saisit un simple brin de paille qui traînait sur le chemin. Qu'est-ce que c'est ? Juste un brin de paille, se dit-il, sur le point de le jeter. Mais il se souvint de l'instruction du rêve. Il devait chérir la première chose qu'il toucherait. Peut-être que c'est un cadeau de Kannon-sama, pensa-t-il, et décida de garder la paille, la faisant tourner entre ses doigts en marchant. Un peu plus tard, une mouche bourdonna de manière agaçante autour de sa tête. Il cassa une petite branche d'un arbre voisin et la fit tourner pour tenter de chasser la mouche, mais elle continuait de voler autour de son visage. Finalement, le jeune homme attrapa la mouche, l'attacha à la paille et l'accrocha à l'extrémité de la branche. La mouche était piégée, bourdonnant bruyamment mais sans pouvoir s'échapper. À ce moment-là, une noble dame, voyageant en calèche vers le temple de Hasdra, arriva. Un petit garçon assis dans la calèche, ennuyé et regardant autour de lui, aperçut le jeune homme avec la mouche bourdonnante au bout de la branche et la désira. « Donne-moi ça. »« Je veux ça !» cria le garçon à l'un des samouraïs qui accompagnaient la calèche. Le samouraï se tourna vers le jeune homme et dit « Le jeune maître souhaite avoir cette chose bourdonnante. Pourriez-vous la lui donner ?» Le jeune homme hésita, c'était un cadeau du Bouddha, mais s'il le veut vraiment, je lui donnerai. Il tendit la branche avec la mouche. La noble dame dans la calèche, voyant cela, dit « Comme c'est gentil de votre part. Pour vous remercier, permettez-moi de vous offrir quelque chose en retour. Vous devez avoir soif, prenez ceci. » Elle remit 3 grandes oranges parfumées, enveloppées dans du papier fin, au samouraï, qui les donna au jeune homme. Le jeune homme était ravi. Incroyable! Un simple brin de paille s'est transformé en 3 grosses oranges, se dit-il, attachant les oranges à la branche et les portant sur son épaule. En continuant sa marche, une autre calèche de noble dame arriva. Cette fois, la dame semblait encore plus distinguée que la précédente,
et elle avait de nombreux serviteurs avec elle. L'une des servantes, une jeune femme, était épuisée par la chaleur. « Je ne peux plus faire un pas de plus. J'ai tellement soif, » dit-elle en s'effondrant sur la route, le visage pâle. Les samouraïs cherchaient désespérément de l'eau, mais il n'y en avait nulle part. À ce moment-là, le jeune homme passa. « Excusez-moi, savez-vous où l'on peut trouver de l'eau ici ?» demanda l'un des samouraïs. « Je ne pense pas qu'il y ait de l'eau à moins de 5 pâtés de maison. » Que s'est-il passé? Cette jeune femme souffre d'un coup de chaleur. Elle a un besoin urgent d'eau, expliqua le samouraï. Oh, c'est terrible! Je n'ai pas d'eau, mais que diriez-vous de ces oranges? Le jeune homme offrit les 3 oranges. Ils pelèrent les oranges et pressèrent le jus dans la bouche de la jeune femme, ce qui la ranima. Elle s'assit et regarda autour d'elle. Sans lui, je serais morte ici, sur la route, dit-elle avec reconnaissance. Pour le remercier, elle offrit au jeune homme 3 morceaux de fin tissu blanc. Le jeune homme continua sa marche, pensant « incroyable ». 3 oranges se sont maintenant transformées en 3 longueurs de tissu. Il glissa les tissus sous son bras et poursuivit son chemin. Le lendemain, errant son but, il rencontra un homme bien habillé monté sur un cheval magnifique, suivi de quelques serviteurs. Le jeune homme était émerveillé par le cheval. « Ça doit être un cheval à 1000 ris, » se dit-il, le regardant avec admiration. Mais à cet instant, le cheval s'effondra soudainement et mourut sur place. Le cavalier et ses serviteurs étaient dévastés, essayant tout pour ranimer le cheval, mais rien ne fonctionnait. Finalement, ils abandonnèrent la carcasse du cheval et partirent sur un cheval emprunté. Le jeune homme, observant la scène, s'approcha du serviteur laissé pour s'occuper du cheval mort. « C'est un cheval magnifique, » dit-il. « Que s'est-il passé ?» Le serviteur expliqua que le cheval avait été amené de la province de Mutsu pour une grande somme d'argent. Des gens avaient offert des fortunes pour l'acheter, mais le seigneur avait refusé de le vendre. Maintenant, il était mort, et le serviteur ne savait que faire du corps. Le jeune homme proposa « Je m'occuperai du cheval pour vous. En échange, accepteriez-vous ce tissu ?» Le serviteur, pensant que c'était une bonne affaire, échangea volontiers le cheval mort contre le tissu. Le jeune homme attendit que le serviteur disparaisse, puis s'agenouilla près du cheval et pria ardemment Kano-sama. « S'il te plaît, rends la vie à ce cheval. » Soudain, le cheval ouvrit les yeux et se leva lentement. Le jeune homme, fou de joie, lui donna de l'eau et de la nourriture, et bientôt, le cheval marchait à nouveau, vigoureux. Le lendemain, il arriva à Uji, où il échangea le cheval contre un petit champ et une maison. Avec le temps, sa fortune grandit et il devint un riche propriétaire terrien. Finalement, il se maria, eut des enfants et mena une vie prospère et heureuse. Toute cette fortune était venue d'un seul brin de paille. La bataille du singe et du crabe. Masao Kusuyama. Il était une fois, dans un certain endroit, un singe et un crabe qui vivaient ensemble. Un jour,
le singe et le crabe décidèrent de sortir jouer car le temps était magnifique. Alors qu'ils marchaient le long d'un sentier de montagne, le singe trouva un noyau de kaki. Après avoir marché un peu plus loin, près d'une rivière, le crabe trouva une boulette de riz. Le crabe dit « Regarde ce que j'ai trouvé » et le montra au singe. Désireux de se vanter aussi, le singe répondit « Eh bien, moi aussi j'ai trouvé quelque chose de bien » et il montra au crabe le noyau de kaki. Mais en réalité, le singe convoitait la boulette de riz. Il dit alors au crabe « Et si on échangeait ? Tu me donnes ta boulette de riz et je te donne mon noyau de kaki. » Le crabe répliqua « Mais la boulette de riz est bien plus grosse que ce minuscule noyau. » Le singe répondit « C'est vrai, mais si tu plantes ce noyau, il poussera et deviendra un arbre qui te donnera plein de fruits délicieux. » À ces mots, le crabe se dit astérisque, cela semble intéressant astérisque, et finit par accepter d'échanger sa grosse boulette de riz contre le petit noyau de kaki du singe. Le singe, satisfait de son stratagème, dévora joyeusement la boulette de riz, se vantant tout en mangeant. Puis il dit « Au revoir, monsieur Crabe. Merci pour le festin » et rentra lentement chez lui. De son côté, le crabe planta immédiatement le noyau de kaki dans son jardin et dit « Dépêche-toi de germer, petit noyau. Sinon, je te pince avec mes pinces. » Peu après, une jolie petite pousse apparut. Le crabe, la regardant chaque jour, disait « Dépêche-toi de grandir, petite pousse. Sinon, je te pince avec mes pinces. » La pousse grandit rapidement, devenant un grand arbre, avec des branches et des feuilles qui se déployaient. Finalement, des fleurs fleurirent. Alors, le crabe disait à l'arbre chaque jour « Dépêche-toi de donner des fruits, kaki. Sinon, je te pince avec mes pinces. » Bientôt, l'arbre se couvrit de fruits, et les kakis commencèrent à rougir. Le crabe, regardant en bas, se dit « Ils ont l'air délicieux. J'ai hâte d'en goûter un. » Mais en tendant la main, il réalisa qu'il était trop petit pour les atteindre. Il essaya de grimper à l'arbre, mais comme les crabes ne peuvent marcher que de côté, il tomba à chaque tentative. Finalement, il abandonna, mais chaque jour il regardait les fruits avec frustration. Un jour, le singe passa par là et vit les kakis mûrs suspendus à l'arbre, en salivant à leur vue. Il regretta d'avoir échangé la boulette de riz contre le noyau et se dit « Astérisque, si seulement je n'avais pas fait cet échange, astérisque. » Voyant cela, le crabe dit « Et, singe, au lieu de juste regarder, pourquoi ne montes-tu pas pour cueillir quelques fruits pour moi? Je te donnerai quelques kakis en guise de remerciement. » Le visage du singe s'illumina en pensant « Astérisque, c'est ma chance, astérisque. » Bien sûr, je vais te les cueillir, attends ici, dit-il en grimpant rapidement à l'arbre. Il s'assit confortablement entre les branches, cueillit un kaki juteux et rouge, et commença à le manger en disant « Wow, c'est un kaki si délicieux. » Le crabe, regardant d'en bas, dit « Et, ne les mange pas tous. Lance-moi quelques-uns. » Le singe répondit « Bien sûr, mais à la place, il cueillit un kaki vert et non mûr et le lança.
Le crabe se précipita pour l'attraper et en prit une bouchée, mais il était si amer que sa bouche se tordit. « Eh, c'est trop amer !»« Jette-moi un sucré !» cria le crabe. Le singe, faisant semblant d'être agacé, dit « D'accord, d'accord », et lança un autre kaki encore plus vert et dur. « Celui-ci est tout aussi mauvais. »« Donne-moi un vraiment sucré », exigea le crabe. Le singe, de plus en plus irrité, dit « Très bien. En voilà un pour toi », et cueillit le kaki le plus dur et le plus vert qu'il put trouver, et le lança de toutes ses forces sur la tête du crabe. Le kaki frappa le crabe de plein fouet, brisant sa carapace, et il s'effondra, mort. « Bien fait pour toi, » dit le singe, puis, après avoir mangé à satiété les kakis sucrés, il en fourra autant qu'il put dans ses bras et s'enfuit sans se retourner. Peu de temps après le départ du singe, le petit crabe rentra de sa promenade au bord du ruisseau avec ses amis. Lorsqu'il vit son parent gisant mort sous l'arbre à kaki avec la carapace brisée, il fut choqué et se mit à pleurer. « Qui a bien pu faire une chose aussi horrible ?» pensa-t-il. Puis il remarqua que l'arbre, autrefois plein de kakis mûrs, avait été dépouillé, à l'exception de quelques-uns encore verts et amers. Ce singe, il a dû tuer mon parent et voler les kakis. Rempli de chagrin et de colère, le petit crabe pleura encore plus fort. À ce moment-là, un châtaignier passa en sautillant et demanda « Petit crabe, pourquoi pleures-tu » Le crabe expliqua que le singe avait tué son parent et qu'il voulait se venger. Ce méchant singe. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te venger, » dit le châtaignier. Mais le crabe continuait à pleurer. Ensuite, une abeille arriva en bourdonnant et demanda « Petit crabe, pourquoi pleures-tu » Le crabe expliqua encore une fois ce qui s'était passé avec le singe. L'abeille dit « Ce vilain singe. Ne pleure pas, je vais aussi t'aider à te venger. » Malgré tout, le crabe pleurait encore. Puis une algue se glissa lentement et demanda « Petit crabe, pourquoi pleures-tu » Le crabe raconta à l'algue la même histoire, et l'algue dit « Cet affreux singe. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te venger. » Mais le crabe continuait de pleurer. Enfin, un lourd mortier roula vers lui et demanda « Petit crabe, pourquoi pleures-tu » Le crabe expliqua encore une fois, et le mortier dit « Ce cruel singe. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te venger. » Avec tous ses amis qui lui proposaient leur aide, le petit crabe finit par arrêter de pleurer. Le châtaignier, l'abeille, l'algue et le mortier se réunirent pour planifier comment ils allaient se venger. Une fois leur plan prêt, ils se dirigèrent vers la maison du singe. Le singe était absent, probablement en train de jouer dans les montagnes pour digérer tous les kakis qu'il avait mangés. « Parfait timing », dit le mortier. « Cachons-nous tous à l'intérieur et attendons-le. » Tout le monde approuva. Le châtaignier se cacha dans les cendres de la cheminée, l'abeille se cacha derrière la jarre d'eau, l'algue s'étendit sur le seuil, et le mortier monta pour se percher en équilibre sur le linteau. Ce soir-là, le singe rentra chez lui, fatigué de s'être amusé, et s'assit près du foyer. « Ah, j'ai tellement soif, » dit-il, tendant la main vers la bouilloire. À ce moment-là,
Le châtaignier, caché dans les cendres, sauta et le frappa durement sur le nez. Aïe, cria le singe, tenant son nez en courant vers la cuisine pour rafraîchir la brûlure. Mais alors qu'il se penchait vers la jarre d'eau pour asperger son nez, l'abeille surgit et le piqua entre les yeux. Aïe! Aïe! Cria le singe en trébuchant dehors, glissant sur elle. Aïe est allé sur le seuil et s'étalant de tout son long sur le sol. À ce moment-là, le mortier dégringola du linteau, lui tombant directement sur le dos et le clouant au sol. Le singe, en agonie, resta là, le visage aussi rouge que les kakis mûrs qu'il avait mangés. C'est alors que le petit crabe sortit du coin de la cour. « Te souviens-tu de ce que tu as fait à mon parent ?» dit-il en levant ses pinces et en pinçant le cou du singe, l'achevant.